Aujourd'hui, je vais vous partager 5 principes alimentaires essentiels pour améliorer votre santé et optimiser votre métabolisme. Ces fondements simples vont vous aider à stabiliser votre glycémie, prendre soin de son microbiote, maximiser ses protéines, choisir les bons glucides et comprendre l'importance des bonnes graisses. Une fois que vous les avez bien en tête, ils vous aideront à maintenir une nutrition simple et surtout non prise de tête au quotidien. Je sais qu'avec la masse d'informations qui circulent actuellement au sujet de la nutrition, il y a de quoi se sentir perdu, confus, découragé et soucieuse de mal faire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est justement tout le but de cette vidéo. On va reprendre cela ensemble de manière ultra simple qui va droit au but pour causer le moins de friction et de confusion possible. Commençons avec le premier principe qui est peut-être même le plus important. La glycémie compte, les calories non. On vous a probablement appris à compter, considérer, calculer les calories, mais c'est une voie sans issue. Ça crée de l'hypercontrôle, trop de contraintes, de la frustration, de l'inflexibilité. Vous ne pouvez plus aller manger à l'extérieur ou accepter des invitations chez des amis. C'est tout bonnement pas viable sur le long terme. Et surtout, vous n'honorez pas les besoins physiologiques de votre corps. Votre compteur de calories ne vous indiquera pas que vous avez besoin de manger davantage lorsque vous vous trouvez dans la semaine précédant vos règles si vous êtes une femme. Il ne tiendra pas non plus compte de vos niveaux de stress, de votre temps de sommeil, de vos taux de cortisol, d'insuline, qui influencent carrément le métabolisme, ainsi que vos hormones sexuelles, vos bactéries intestinales et j'en passe. Si votre métabolisme tourne au ralenti, ce n'est surtout pas en diminuant vos calories que vous allez le relancer. De même que si vous voulez inverser une résistance à l'insuline, calculer toutes vos calories ne fonctionnera pas. Ce qui importe vraiment, c'est de garder une glycémie stable. Parce qu'une glycémie stable est un signe clé d'une bonne santé. Elle évite les pics et les chutes de sucre dans le sang, qui peuvent à court terme causer des problèmes de fatigue chronique, d'irritabilité, des fringales, des envies irrésistibles. Et sur le long terme, une glycémie bien régulée, bien stable. On s'entend, elle ne peut pas être toujours complètement linéaire, il y a forcément des petites variations quand on mange, mais elle ne doit pas piquer et chuter de manière drastique. Eh bien, une glycémie la plus stable possible réduit considérablement le risque de développer des maladies chroniques, telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'obésité et tant d'autres. Elle aide aussi considérablement à maintenir un équilibre hormonal, ce qui est indispensable pour avoir une bonne fertilité et se sentir bien dans sa peau, dans son corps en tant que femme tous les jours. Pour les hommes aussi, avoir une bonne libido, une bonne énergie au quotidien et surtout une glycémie stable soutient la santé cognitive et métabolique. Une glycémie stable signifie que le corps gère bien les nutriments et l'énergie. Si jamais vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour réguler cette glycémie, je vous renvoie à un lien dans la description d'une vieille vidéo qui date des tout débuts de ma chaîne où je vous explique 6 astuces très simples pour réguler sa glycémie à mettre en place de manière quotidienne. Le deuxième principe, nourrissez votre microbiote et non juste vos papilles gustatives. Saviez-vous que vos envies alimentaires ne sont pas seulement contrôlées par votre cerveau, votre état émotionnel, votre psychologie, mais aussi influencées par les bactéries qui vivent dans votre intestin. Ces bactéries produisent des signaux chimiques qui peuvent clairement créer des envies spécifiques envers certains aliments. Par exemple, certaines bactéries, c'est d'ailleurs malheureusement le cas pour beaucoup de bactéries, en général les bactéries pathogènes qui sont présentes en excès dans votre intestin, et pour cela, il leur faut de la nourriture, et qu'est-ce qu'elles vont vous appeler à manger? C'est du sucre, ou beaucoup de glucides en général, tout ce qui est pain, pâtes, ça va rarement être les meilleures sources de glucides ou des légumes. C'est notamment pour cette raison que lorsque l'on diminue ces glucides, notamment qu'on commence déjà par diminuer tous les sucres raffinés, les farines blanches, les amidons, et bien au bout de quelques jours, on affame les bactéries pathogènes dans l'intestin qui nous créent ces envies. Et que par la force des choses, on en a de moins en moins envie. Après, ajoutez à cela évidemment la diminution de l'insuline grâce à la diminution des sucres et des amidons va aussi faire que vous aurez moins d'envie. C'est juste un facteur en plus qui influence, mais qui peut avoir une influence considérable et qu'on oublie souvent. Et dans ma pratique, lorsque j'analyse les bilans des microbiotes de mes clients, il m'arrive de constater dans le tableau des risques de la santé lié à l'état actuel des bactéries de l'intestin de la personne, et le risque obésité en rouge.
Et ça, c'est simplement lié aux bactéries présentes ou non présentes dans l'intestin de la personne. Pour vous citer qu'un exemple, on dit que la bactérie Akkermansia, c'est la bactérie des gens minces. Il y a plusieurs études qui ont été menées sur des souris avec et sans Akkermansia, soumises au même régime alimentaire et à la même activité physique, et la prise de poids n'a pas du tout été la même. Certaines personnes n'ont pas du tout d'Akkermansia de base dans leur intestin, d'autres personnes en ont suffisamment et d'autres en ont trop. Donc c'est comme pour tout, hein, les excès, les manques, c'est jamais bon, on cherche tout le temps l'équilibre. Mais comme tous les scénarios sont possibles, c'est vrai que je recommande toujours de faire un bilan avant de prendre des souches de bactéries, des probiotiques un petit peu à l'aveugle. Parce que si vous avez déjà un excès d'Akkermansia, de prendre des souches de bactéries d'Akkermansia en vous disant que ça va vous aider à perdre du poids, eh bien c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça risquerait juste d'augmenter les bactéries pathogènes dans le cas où vous en avez déjà trop. Après, tous les scénarios sont possibles. Si vous avez une énorme résistance à l'insuline, si vous avez assez d'Akkermansia mais que vous avez quand même des problèmes de poids, ça peut être lié à votre résistance à l'insuline ou à vos hormones. À savoir quand même qu'on a des liens intrinsèques entre tous les systèmes. Juste pour vous donner un exemple, on a une interaction constante entre l'intestin et le cerveau liée par le nerf vague. Et le 90% de nos neurotransmetteurs, donc tout ce qui est dopamine, sérotonine, noradrénaline, en fait tout ce qui nous motive, nous calme, nous rend serein, nous fait pas complètement péter un câble, et nous rend tout simplement de bonne humeur et motivés. Quand tout ça est merveilleusement bien équilibré, et bien tout ça c'est à 90% fabriqué dans l'intestin. Donc pensez bien que si votre intestin dysfonctionne, et honnêtement c'est le cas de tout le monde, alors après à des degrés différents, mais à chaque fois que j'analyse des microbiotes, c'est toujours déséquilibré. C'est pas parce que vous n'avez pas mal au ventre que votre intestin est bon. Mais ouais, dites-vous bien que si votre intestin dysfonctionne, vous ne pouvez pas fabriquer des bons neurotransmetteurs et du coup être bien dans votre tête, être une personne hyper équilibrée. Pareil, les personnes que j'ai vues avec les plus gros problèmes de santé mentale ont été celles que j'ai vues parasitées par des champignons, des moisissures, etc. dans l'intestin. Le troisième principe, les protéines sont les héroïnes. Ça rime merveilleusement bien, c'est super. Vous vous en souviendrez comme ça. Je pense qu'on a tous entendu parler de l'importance des protéines. Pendant longtemps, ça a été le macronutriment associé aux sportifs exclusivement, et pourtant, ça ne devrait absolument pas être exclusivement réservé aux sportifs. Parce qu'on en a tous radicalement besoin pour notre santé. Tous les jours dans notre pratique avec ma maman, on répète augmenter vos protéines. C'est super important. Pour faire simple, de manière générale, on recommande de consommer environ 1 g de protéines par kilo de poids de corps idéal. Alors pourquoi les protéines sont considérées comme le macronutriment gagnant ? Premièrement, elles sont cruciales pour la croissance, la réparation des tissus, le maintien de la masse musculaire et encore plus après l'exercice. Mais de manière générale, exercice ou pas exercice, on a tous une masse musculaire qui varie plus ou moins effectivement selon notre niveau d'activité physique, mais on en a quand même tous une à maintenir si on souhaite rester en bonne santé et vivre longtemps. 2. Les protéines procurent une sensation de satiété plus longue, aident à réguler l'appétit et à prévenir des fringales. 3. Elles augmentent légèrement la dépense énergétique car le corps dépense plus de calories pour les digérer par rapport aux glucides et aux graisses. Et 4. Les protéines participent à la production d'enzymes, d'hormones et au bon fonctionnement du système immunitaire. À nouveau dans ma pratique, je remarque systématiquement un manque de protéines chez les gens. Alors afin de rendre votre consommation de protéines plus simple et plus efficace, je me ferai un plaisir de vous consacrer une vidéo entière à ce propos si cela vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Le 4e principe est tout aussi simple. Mangez les glucides de la nature et non ceux fabriqués par l'homme. Pour cela, vous avez juste à vous demander qu'est-ce qui pousse dans les arbres ou dans la terre. Et si vous réfléchissez à votre bonne tresse chaude le matin ou à votre plat de pâte carbonara le soir, malheureusement, ça ne pousse ni aux arbres ni dans la terre. Mais ils ont été transformés par l'homme. Et plus on transforme un aliment, moins il est sain pour notre corps. Alors on parle souvent de réduire sa consommation de glucides, notamment avec tout ce qui est alimentation cétogène, IG bas. Il faut savoir qu'il y a une différence super importante entre les glucides de la nature, comme une figue fraîche ou de la patate douce par exemple, et ceux qui sont ultra transformés comme le pain, les pâtes, les chips ou encore les biscuits. C'est pourquoi c'est vraiment primordial de choisir des glucides qui nourrissent votre corps et non ceux qui vont encore plus vous fatiguer et encore plus vous rendre malsain sur le long terme, inflammé avec de plus en plus d'envie de sucre et de fringales.
De plus, il est hyper important d'arriver à jongler, jouer avec les glucides. Si on réfléchit un petit peu au mode de vie que nos ancêtres menaient, eh bien, ils alternaient constamment entre des périodes de famine et des périodes de feasting. J'arrive pas à trouver un mot qui soit top en français, mais des périodes en gros où ils se nourrissaient, ils faisaient le plein de nourriture. C'était des êtres métaboliquement performants au switch métabolique. Il y avait des périodes durant lesquelles leur source d'énergie était basée sur leur propre graisse, c'est ce qu'on appelle l'acétose. Alors certaines personnes qui ont des métabolismes très sensibles à l'insuline arrivent à switcher leur source d'énergie sur leur propre graisse en mangeant simplement des aliments, des glucides avec index glycémique bas. D'autres personnes vont carrément devoir aller en cétose, en alimentation cétogène. Mais il n'est pas bon de le faire constamment parce qu'il faut choquer son corps. C'est ce que faisaient nos ancêtres. Ils ne faisaient pas constamment la même chose. Et ça, c'est bien une erreur du 21e siècle. Je ne sais pas pourquoi, on s'est dit que quand on avait trouvé un truc, il fallait qu'on le fasse tous les jours de la même manière, autant assidu toute notre vie. Et ça, c'est la pire façon, ou devrais-je dire la meilleure façon, d'habituer son corps. Et notre corps, pour être performant, il a besoin d'être choqué. Il a besoin de ne pas toujours faire la même chose. Donc à la fois, vous devriez alterner des périodes où vous diminuez vos glucides, vous mangez une alimentation qui peut avoir l'air d'une alimentation plus ou moins cétogène sans que ce soit forcément très strict, s'apparenter à quelque chose comme ça. Certaines personnes, ce sera suffisant, comme je vous ai dit, s'ils sont très sensibles à l'insuline. On n'est vraiment pas tous pareils, hein. Certaines personnes ont des sensibilités à l'insuline plus ou moins grandes, d'autres seront vraiment résistants. Donc là, à nouveau, c'est à adapter vraiment selon les personnes. De nouveau, il y a des tests métaboliques qu'on peut faire. On peut faire le HOMA Quickie en laboratoire pour savoir sa résistance à l'insuline, à quel point elle est importante ou pas. Mais donc, alterner ces périodes-là avec des périodes où, à l'inverse, vous choquez votre corps, vous vous nourrissez, vous faites cette fameuse phase de feasting où là, vous switchez votre source d'énergie, votre source de carburant sur les sucres. Et donc là, vous faites le plein de glucides de la nature, le plein de fruits, le plein de pommes de terre, de patates douces, de quinoa, de sarrasin, de betteraves, de courges, tout ça. Et ça, c'est la meilleure manière d'avoir un métabolisme du feu de Dieu. Et finalement, le principe numéro 5, il faut que vous compreniez que les graisses ne vont pas vous faire grossir. Attention, on parle des bonnes graisses. On ne parle pas des huiles végétales que tout le monde chauffe à haute température, on est d'accord? En fait, les bonnes graisses sont essentielles pour maintenir notre énergie et stabiliser notre appétit. Personnellement, si je n'ajoute pas une bonne source de bonne graisse à chacun de mes repas, je peux vous assurer que dans les 2 heures qui suivent, j'ai faim et je vais vouloir grignoter. Ce qui ne sera du coup pas bon pour ma glycémie. On en revient au principe numéro 1. D'habiller les glucides en changeant radicalement la réponse glycémique et insulinique. Donc tout bêtement, si vous mangez une banane comme ça toute seule sur un ventre vide ou que vous la découpez par exemple en tranches et que vous la tartinez avec une bonne dose de beurre d'amande par exemple, ça n'aura pas du tout le même impact sur votre glycémie. Et pourtant, beaucoup de personnes seront rédhibitoires à ajouter autant de bons gras sur leurs fruits en pensant que c'est trop calorique. Mais les kilos, vous allez surtout les stocker si votre pancréas sécrète trop d'insuline pour pouvoir gérer vos taux de glycémie qui sont complètement au plafond. Et beaucoup moins parce que vous avez ingéré plus de calories. Si vous êtes un petit peu perdu avec tout ça, je vous mettrai aussi dans la description le lien de mon e-book de recettes très facile, très simple, qui mentionne notamment comment composer une assiette équilibrée avec les différents macronutriments. Et si vous voulez aller plus loin, que vous voulez vraiment vous éduquer, en apprendre davantage sur les bases de l'alimentation avec ces macronutriments, à quoi ils nous servent, quelles sont les meilleures sources, pourquoi ils sont autant importants pour notre santé, je vous mettrai le lien de la formation en ligne que nous avons co-créée avec ma maman. Voilà les amis, en appliquant ces 5 principes, vous pourrez non seulement plus facilement réguler votre poids sans vous prendre trop la tête avec trop de restrictions et de calculs, mais aussi améliorer votre énergie, votre digestion, votre équilibre hormonal et prévenir de tout un tas de maladies. Si vous avez encore des questions ou des choses que vous aimeriez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous les amis. Ciao. Je suis à la montagne, il faut quand même que je vous montre la vue que j'ai devant moi. Regardez-moi ça, si c'est pas beau ça. Le Valais suisse.